Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Il va nous parler du poteau rose ou encore de la couleur rose et de l'invisibilisation ou de la visibilisation du genre, de son fonctionnement comme dispositif esthétique, prescrit pour le féminin et proscrit pour le masculin. Il va nous expliquer comment cette couleur circule entre les arts, la culture et le commerce. Et enfin, nous montrer la spécificité de cette couleur observée sous l'angle du genre, qui a le pouvoir à la fois de rendre visible la différence des sexes et de l'invisibiliser en créant l'illusion de l'intemporalité et du détail esthétique. Je lui laisse la parole. Je vais reprendre un peu les travaux de ma thèse. J'ai dû me replonger dedans près de 5 ans après. Et donc, on va parcourir un peu cette histoire du rose en lien avec le genre. On va pas forcément revenir sur l'histoire en particulier de cette couleur, mais plutôt s'intéresser à ses effets. Donc, on switch. Je vous épargne les 600 pages. On arrive directement à la conclusion sur les effets concrets du rose, donc sur les hommes et les femmes et les autres par ailleurs. Donc, quand même quelques repères historiques. Donc, avant le XVIIIe siècle, le rose n'existait pas encore comme couleur autonome. Ça ne veut pas dire qu'on ne la voyait pas, juste elle n'avait pas d'existence en termes de concept. À peine de mots pour le désigner. On parlait de rouge clair, de rouge pastel, de rosé, de rosette ou encore de rosin, mais pas de rose en tant que tel. Pourtant, on l'employait, cette couleur, notamment dans l'enluminure, dans les manuscrits, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, qui était littéralement le royaume du rose, pour une simple et bonne raison, c'est que le pigment qu'on utilisait à l'époque, c'était de la laque de Brésil, obtenue à partir de bois de Brésil ou de bois du Brésil, selon sa provenance, qui a d'ailleurs donné le nom au pays actuel. Un colorant qui était précieux mais instable et photosensible, c'est-à-dire qui se décolorait facilement, comme les affiches sur les bureaux de tabac. Donc l'avantage des manuscrits, c'est que c'était enfermé, donc à l'abri de la lumière, et donc c'était le lieu pour pouvoir utiliser cette couleur. Avec l'expansion coloniale et l'exploitation des Amériques à partir du XVIe siècle, le bois de Brésil, qui était initialement importé d'Asie du Sud-Est, on en a découvert une autre espèce de ce bois en Amérique du Sud. Et du coup, les échanges commerciaux se sont inversés. Du coup, on allait plutôt chercher en Amérique du Sud. Pour 2 raisons, le colorant du bois était plus solide, plus vif, et deuxième raison, l'esclavage, ça permet d'avoir de la main-d'œuvre pas trop chère, donc ça diminuait aussi le coût. Donc on a eu un gros commerce venant des Amériques à tel point que l'espace, les Césalpina et je ne sais plus quoi, ont failli disparaître donc de la surface du Brésil. Et donc, on a eu une augmentation de la consommation de bois du Brésil qui a allé de pair avec une amélioration technique dans l'exploitation du colorant et son application, et notamment en teinture, ce qui nous amène au XVIIIe siècle, où là, on arrive à l'apogée de la couleur rose. C'est lors de ce siècle que la couleur acquiert un nom, en français d'abord, appelé couleur de rose, en référence à la fleur, qui par ailleurs n'était pas rose avant cette période, mais était ou rouge ou blanche et parfois jaune. Donc avec les croisements, les hybrides, on a enfin pu obtenir des roses, et d'où cette appellation couleur de rose. Comme c'était une couleur qui était à la mode, forcément, sa diffusion se fait principalement dans les classes les plus élevées, donc ça a été une couleur fortement associée à l'aristocratie. Ah bon? Rappelle les backrooms.
Qui deviennent des couleurs emblématiques du rococo. Donc on l'a dans la mode, que l'on peut voir. Donc là, je vous montre des femmes, et ça appartenait aussi aux hommes. Les intérieurs étaient assortis aux femmes, donc aussi la même couleur. Et la peinture aussi avec. Je montrerai des exemples tout à l'heure de Boucher et Fragonard. Donc c'était une couleur à la mode, donc associée au luxe, à l'élégance légère, à l'intimité galante, donc à une esthétique du plaisir visuel. Et donc c'est à ce siècle-là que la couleur s'impose. Donc c'est tellement la couleur de ce siècle, hein, pour moi c'est le siècle du rose, c'est le XVIIIe siècle. On a même une teinte de rose issue du XVIIIe siècle, le rose de Pompadour, du nom de Madame de Pompadour, qui est une nuance d'émail, qui a été fabriquée à Sèvres, qui aura été nommée a posteriori, hein, de son temps, ça s'appelait pas comme ça, et qui donc cristallise un peu cette couleur au sein de ce siècle. Mais le rose, c'est pas seulement une réalité matérielle, c'est aussi un signe plastique. Donc le groupe MU, qui est un groupe de sémiologues dans les années 90, définit le signe plastique comme des éléments non verbaux de l'image, ce qui inclut les couleurs, les formes, les textures, les matières, la lumière, qui produisent du sens indépendamment du langage. Donc, contrairement au style linguistique, ils n'ont pas besoin de mots pour signifier. Ils opèrent directement sur la perception, l'émotion, l'affect. On comprend le rose instantanément, sans médiation discursive, et c'est précisément cette immédiateté qui fait leur force. Le signe plastique agit de façon très rationnelle, à la fois sensorielle et affective, en produisant du sens avant même que l'on ne pense à ce sens. C'est ce qui explique que je sais pas, si on perd tout Noël, très rapidement, si on voit quelque chose de rose, on va penser: «Ah, le rayon pour les filles, c'est là». Ça marche très bien à Pâques, notamment avec tous les œufs surprises, déclinés en bleu et en rose. Dès qu'on voit une trace de rose quelque part, il y a tout ce bagage, de la couleur qui nous est intimement, convoqué. Donc un objet, un vêtement ou une image saturée de rose ne se contente pas d'être coloré, il est pris dans une chaîne de représentation collective qui lui préexiste et qui est réactive. Le rose convoque automatiquement une série d'associations: douceur, séduction, immaturité, frivolité et bien entendu féminité. C'est une sémantique implicite qui semble naturelle parce qu'elle n'est jamais formulée. C'est la force idéologique des signes plastiques. Donc ils produisent de l'évidence. Roland Barthes, qui était donc sémiologue, disait que l'idéologie commence précisément là où les signes paraissent transparents, là où ça va de soi, quand on n'a plus besoin d'y penser. Le rose est un parfait exemple de cette naturalisation. Donc il agit comme si son sens était inscrit dans la couleur elle-même, alors qu'il est le produit d'une longue histoire culturelle. De là, on peut comprendre le rose comme une véritable technologie du genre, au sens donné par Teresa de Lauretis. Le genre n'est pas une donnée naturelle, mais une construction culturelle et sociale sans cesse produite et reproduite par des dispositifs symboliques ou discursifs. Ces dispositifs, qu'elle appelle des technologies, ne se limitent pas à représenter le genre, ils le fabriquent activement. Ce sont des machines qui transforment les conventions sociales en différences de nature, qui rendent visible et légitime une hiérarchie, tout en la masquant sous l'apparence de l'évidence, cette conférence faisant également partie de ces technologies qui construisent le genre. Le rose, en tant que couleur et signe plastique, est l'un de ces dispositifs. Appliqué à un jouet, un vêtement, un produit, il n'est jamais neutre. Il attribue immédiatement une valeur de genre. Il dit « ceci est féminin » et par contraste, cela ne l'est pas. En d'autres termes, il agit comme un opérateur symbolique, un marqueur de différence qui rend le genre visible tout en le naturalisant. Et c'est précisément parce qu'il agit de manière implicite, affective et sensorielle qu'il est si efficace. Et c'est cette efficacité qu'on va analyser aujourd'hui, avec un propos qui se déploiera en 2 temps. D'abord, nous verrons comment le rose rend le genre visible, en marquant immédiatement les différences entre ce qui est féminin et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, nous examinerons comment le rose rend aussi le genre invisible, en donnant l'illusion que cette distinction est naturelle, universelle et intemporelle. Le premier point qu'il faut souligner, c'est que le rose est partout. Et partout, ou presque partout où il apparaît, il signifie féminin et féminité. C'est une évidence si banale que l'on n'y fait presque plus attention, et pourtant elle constitue la base de la puissance du rose comme technologie de genre.
Ce que donne à voir cette omniprésence, c'est que le rose agit comme un fil continu, un marquage chromatique qui traverse les âges et les pratiques, et qui rend le genre immédiatement visible. Le rose, c'est l'évidence visuelle du féminin. On le voit très bien dans le marketing, où le rose agit comme un code visuel immédiat. L'exemple emblématique, presque caricatural, c'est le rasoir jetable rose. Exactement le même objet que son équivalent bleu, mais coloré en rose pour signaler qu'il s'adresse aux femmes et vendu en général un peu plus cher, même si cette réalité tend à s'effacer aujourd'hui. Ici, la couleur n'a aucune fonction technique, elle ne rase pas mieux, elle n'adoucit pas la peau, elle ne change rien à l'usage, mais elle désigne, elle genre l'objet, elle l'inscrit dans un univers féminin qui s'inscrit comme une évidence. Et ce mécanisme ne se limite pas au rasoir, on le retrouve dans une multitude de produits du quotidien, déclinés en version pour elle, simplement en changeant les couleurs. Stylo, brosse à dents, bouteille d'eau, outils de bricolage, écouteurs, casque de vélo ou même gants de jardinage. Une version rose vient signaler qu'ils sont destinés aux femmes. La matière, la forme ou la fonction de l'objet change peu, mais l'ajout du rose suffit à créer une ligne distincte, à justifier parfois un surcoût et surtout à entretenir l'idée d'une séparation entre usage féminin et usage masculin. Ce phénomène illustre à quel point la couleur devient un outil de segmentation commerciale. Elle construit artificiellement deux marchés là où il n'y en aurait qu'un, en enfermant les consommatrices dans un univers esthétique assigné. Le rose ne se contente pas de féminiser l'objet, il le marque comme différent et par là même contribue à naturaliser la division du genre jusque dans les gestes les plus banals du quotidien. Alors, pour revenir aux origines de ce marketing rose, il faut aller du côté du jouet. Et donc, l'icône absolue, c'est bien sûr Barbie, lancée par Mattel en 1959. Si dans ses premières années, la poupée ne s'inscrit pas encore dans un univers exclusivement chromatique, le rose va progressivement s'imposer comme la couleur dominante. Donc là, vous avez le premier modèle de Barbie, donc qui était avec un maillot de bain, une pièce noire et blanc. Mais dès les départs, le logo est rose et il y a un petit livret qui est vendu avec la poupée Barbie. Ce livret est rose aussi. Donc l'identité visuelle de Barbie est rose dès le départ. Des années 70 aux années 80, la pinkification s'accélère. Garde-robe, maison, voiture, accessoires et packaging déclinent inlassablement cette teinte. Le rose devient alors le décor global dans lequel Barbie évolue et où la petite fille est invitée à se projeter. Ce dispositif ne relève pas du simple choix esthétique, il constitue une véritable pédagogie visuelle du genre. À travers Barbie, le rose apprend à la fillette à associer féminité, consommation, mode et séduction. Il ne se contente pas de colorer un jouet, il façonne un horizon de désir et de comportement. Entrer dans l'univers de Barbie, c'est entrer dans un monde où la féminité se définit par l'apparence et l'accumulation d'objets roses. En 2011, Mattel va jusqu'à déposer son Barbie Pink comme teinte officielle, transformant le rose en marque et en norme de féminité hyper féminisée. Même lorsqu'elle est astronaute, chirurgienne ou présidente, Barbie le reste dans les déclinaisons saturées de rose, montrant combien la performance de la féminité est indissociable de son horizon marchand. À la fois émancipatrice et enfermante, cette pédagogie rose enseigne aux petites filles que la féminité est un rôle codé par la couleur, toujours lié à l'apparence, à la séduction ou à la consommation. Quelques décennies plus tard, dans le même registre, la galaxie des princesses Disney a largement contribué à saturer le féminin de rose. Ce n'est pas tant que les films eux-mêmes que dans le marketing lancé en 99 de la gamme Disney que s'opère cette pinkification massive. Donc pour ceux qui connaissent un peu la gamme, chaque princesse est associée à une couleur. Il y en a deux qui sont associées au rose. Il y a Aurore et rose violacé, il y a Réponse. Pour autant, si on regarde de manière globale, l'identité visuelle de la gamme Disney Princess est vraiment rose. Logo, robe, packaging homogénéise les héroïnes pourtant issues d'univers narratifs et graphiques très différents. La diversité des contes et des esthétiques est ainsi aplanie par la chromatique unique, qui subsume tout sous le signe du féminin. Il suffit alors d'une robe, d'un diadème ou d'un simple accessoire rose pour transformer n'importe quelle fillette en princesse. C'est la période de rentrée des classes, même si elle est un peu passée. Je vous invite à regarder les rayons des cartables et des affaires pour filles. Vous verrez, il y a forcément un sac à dos princesse. Et je rappelle que Frozen, donc la Reine des Neiges, ne fait pas partie de la gamme Disney Princess, que c'est une gamme à part. Donc non, ce n'est pas un contre-exemple.
Le rose fonctionne comme un raccourci visuel et symbolique et il condense l'idéal de féminité promu par Disney, douceur, séduction, désirabilité, et l'impose comme un horizon partagé de l'enfance. Cette uniformisation chromatique relève d'une véritable pédagogie visuelle de genre en effaçant les différences entre héroïnes. Elle apprend aux petites filles que la féminité se réduit à son code de couleur, immédiatement reconnaissable et universel, qui fait de toute fillette une princesse potentielle dès lors qu'elle endosse du rose. Au Japon, on a une troisième icône, hein, je les appelle les 3 déesses du rose. L'univers de Hello Kitty, donc cette petite chatte, qui n'est pas une chatte a priori, vu qu'elle possède elle-même une chatte comme animal de compagnie, créée en 1974 par la société Sanrio, illustre la mondialisation de ce code chromatique. Le personnage avec son ruban rose et ses accessoires condense la logique du kawaii, cette esthétique de la mignonnerie, de la douceur et de l'innocence enfantine. Pour l'anecdote, hein, Hello Kitty, dans son dessin original, n'est absolument pas rose, elle est blanche, noire, bleue et rouge. C'est qu'après, donc, le rose a fini par devenir sa couleur. Donc Hello Kitty est devenue une véritable icône transmédiatique, on en vend à travers tout le monde, des cahiers d'écolières aux bijoux, de la papeterie aux cosmétiques, jusqu'aux avions de ligne décorés à ses couleurs, elle a envahi tous les espaces de la consommation. Le rose y fonctionne comme signe de tendresse et de non-agressivité, mais aussi comme code genré, assignant la mignonnerie à la sphère féminine. Pour les amateurs et amatrices d'animé, vous connaissez déjà. Donc ce déploiement mondial... Encore plus fort? Donc c'était... Oh, c'est fort. Ce, dé- ce déploiement mondial de la capacité du rose à circuler entre contextes culturels différents, tout en conservant sa fonction de marqueur de genre. Dans l'esthétique kawaii, la couleur n'est pas seulement un décor, elle est un langage qui encode une certaine vision du féminin, enfantin, doux, disponible, consumériste. La réussite planétaire de Hello Kitty contribue ainsi à universaliser un modèle de féminité globalisé qui associe la couleur rose à l'innocence et à la passivité, mais aussi à une identité immédiatement reconnaissable et exportable. Ici encore, le rose agit comme opérateur de standardisation. Il réduit la complexité du féminin à une image simplifiée, facilement marchandisable, où la consommation d'objets roses devient une manière d'endosser et de performer la féminité. Cet ancrage dans l'enfance a des conséquences massives. Il inscrit la norme du rose dans la socialisation des petites filles et par extension, il fixe l'idée que le rose va de soi comme couleur féminine. Mais le phénomène ne s'arrête pas là, il se prolonge à l'âge adulte et c'est ce que montre avec force l'artiste états-unienne Portia Manson dans son installation Pink Project Table. Sur une immense table, elle rassemble des centaines d'objets féminins en plastique rose, depuis les jouets pour enfants jusqu'aux cosmétiques, accessoires de mode et sextoys. L'effet est saisissant, une mer de rose qui révèle combien le féminin est littéralement désigné en rose, du berceau à la tombe, à travers la consommation. J'en ai d'autres. Cette omniprésence traverse aussi les univers médiatiques adressés aux enfants et aux adolescentes. Dans les dessins animés, les personnages féminins sont souvent minoritaires pour les rendre immédiatement identifiables au sein d'un univers majoritairement masculin. On les code très fréquemment en rose. La couleur fonctionne comme un marqueur de genre instantané qui dispense de toute autre caractérisation et réduit la différence sexuelle à un signe chromatique. Donc c'est valable pour l'animation traditionnelle, mais aussi pour l'animation en CGI. Ainsi, le rose devient un outil narratif d'économie visuelle. Il permet de distinguer la fille d'un groupe de personnages, tout en assignant d'emblée son rôle genré. Fonctionne également pour les animaux et les créatures non humaines. Ce procédé participe d'une pédagogie subtile mais surpuissante qui apprend aux spectateurs et spectatrices, dès le plus jeune âge, à lire le féminin à travers le prisme du rose, renforçant la naturalisation de cette association. Au rose s'ajoute également souvent pour les animaux les cils, ce qu'on voit bien dans le film Balto, par exemple, même s'il n'y a pas le rose.
Dès les premiers jeux vidéo, la logique est la même. Lorsqu'un personnage féminin apparaît, il est souvent l'un des seuls du casting et sa féminité doit être immédiatement lisible. Donc en haut à droite, vous avez Pauline, le premier personnage féminin dans le monde du jeu vidéo, dans Donkey Kong. Le rose devient alors l'outil le plus simple pour signaler cette différence, réduisant le féminin à un code chromatique distinctif. Ici encore, la couleur sert de raccourci visuel, garantissant la reconnaissance immédiate du genre, sans qu'il soit nécessaire de développer un caractère ou une narration spécifique. Cette convention dépasse le champ du vidéoludique et se retrouve dans les films en prise de vue réelle. Les héroïnes adolescentes, qu'il s'agisse de productions enfantines ou familiales, apparaissent fréquemment vêtues de rose ou entourées d'objets roses. Ce choix n'est pas anodin, il permet d'aligner leur représentation sur les codes déjà installés par l'animation et par l'univers du jouet, prolongeant une pédagogie visuelle du genre qui traverse les médias. Le rose agit comme un opérateur d'immédiateté, de conformité, rendant visible l'identité de genre tout en naturalisant l'idée que le féminin se donne d'abord à voir par la couleur. Donc pour l'anecdote, pour les Power Rangers, depuis les années 80, il aura fallu attendre 2023 pour que le Ranger rose ne soit pas une femme. Et par symétrie, le Ranger rouge, qui est toujours donc le leader, jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été une femme. Et nous sommes au Japon. Il y a du retard. Donc cette logique est si profondément ancrée qu'elle s'immisce jusque dans l'obstétrique contemporaine. Les célèbres gender reveal parties en sont l'exemple le plus spectaculaire. Avant même la naissance, l'enfant est déjà assigné par une couleur, rose pour les filles, bleu pour les garçons. Dans ces cérémonies spectaculaires, confettis, fumées, ballons ou gâteaux révèlent non pas un secret biologique, mais une convention sociale qui réduit la différence de genre à un code chromatique simplifié. Le rose et le bleu ne disent rien du corps de l'enfant, mais imposent à l'avance un scénario de genre qui anticipe ses comportements, ses goûts et ses rôles. La spectacularisation de ce moment, largement relayée par les réseaux sociaux, renforce encore la naturalisation de l'association entre couleur et sexe, comme si l'entrée dans la vie passait nécessairement par une assignation chromatique qui fige la binarité et la projette dans l'imaginaire collectif. Bon, pour les amateurs et amatrices, hein, le plus drôle, c'est les fails, quand le gâteau n'est pas coloré, par exemple. Le grand qui pleure et tout, c'est génial. Drama. Ce code ne repose pas sur une opposition réellement symétrique. Certes, dans l'univers de l'enfance, le rose est assigné aux filles et le bleu aux garçons, mais cette répartition se délite rapidement avec l'âge adulte. Il suffit de regarder le nombre de femmes qui portent des blue jeans. Le bleu en particulier perd son exclusivité et s'intègre à une gamme élargie de couleurs associées au masculin, tandis que le rose demeure étroitement circonscrit au féminin. Dans les magasins de jouets, cette dissymétrie saute aux yeux. Si les rayons garçons sont souvent balisés par du bleu, les produits eux-mêmes se déclinent en une polychromie variée. Vert, rouge, noir, bleu métallisé, c'est-à-dire dans un spectre large qui n'exclut rien, excepté peut-être le rose. À l'inverse, les rayons filles sont saturés de monochromie, poupées, cuisine miniature, accessoires, tout est décliné en rose, à la rigueur, un peu de lilas. Cette asymétrie révèle une logique structurelle, le masculin tolère et absorbe la diversité chromatique, le bleu n'y étant qu'une couleur parmi d'autres, tandis que le féminin se voit réduit à une seule teinte hégémonique. Le rose devient ainsi une assignation visuelle, marquant non seulement une appartenance de genre, mais aussi une restriction, une clôture symbolique. Après le plafond de verre, le plafond rose. Et pourtant, l'opposition bleu-rose reste extrêmement efficace pour matérialiser visuellement la logique binaire du rose. La Manif pour tous l'a utilisé à son profit. Ces pancartes représentaient un papa en bleu et une maman en rose, tenant 2 enfants par la main. L'efficacité du dispositif tient à sa simplicité. Sans avoir besoin de mots, la couleur suffit à dire l'hétérosexualité, la complémentarité et l'ordre familial supposément naturel.
Ici, la couleur fonctionne comme un raccourci graphique et idéologique. Le masculin et le féminin apparaissent comme deux blocs séparés, mais parfaitement ajustés, évidents, immuables, comme si le code chromatique pouvait à lui seul prouver la vérité du genre. En réduisant la complexité des identités à des rapports sociaux et des rapports sociaux à un schéma visuel élémentaire, le bleu et le rose imposent une binarité sans faille, d'autant plus convaincante qu'elle semble aller de soi. Et c'est précisément cette asymétrie et cette force binaire qui explique pourquoi, lorsqu'un homme porte du rose, cela fait immédiatement signe. Parce que le rose est si fortement associé au féminin que sa présence sur des corps masculins active aussitôt un stéréotype, celui de l'homosexuel efféminé, assimilé à une position sexuelle passive. Autrement dit, le rose ne se contente pas de colorer, il sexue et hiérarchise les corps. Le peintre ukrainien Oleksandr Babyshev illustre très bien cette équation. Ses toiles montrent des corps masculins, jeunes, musclés, posés de façon virile, mais toujours placés dans des environnements saturés de rose. Pour lui, cette couleur reste historiquement non masculine. En la confrontant à des figures puissantes, il fabrique une dissonance perceptive. Ce que l'on voit d'abord, des corps forts, triomphants, se heurte à ce que la mémoire collective associe au rose: féminité, fragilité, homosexualité. Le public est donc pris dans un double mouvement, croire à la virilité peinte, mais la voir aussitôt brouillée par le code chromatique. Et ce marquage ne distingue pas seulement les femmes des hommes, il bicatégorise aussi à l'intérieur du groupe des hommes, et des hommes gays en particulier. Donc, il oppose les masculinités conformes, valorisées parce que proches d'un modèle hétérosexuel fantasmé, comme viril, et des figures efféminées, rendues hypervisibles. La folle incarne précisément cette hypervisibilité du féminin dans le masculin. C'est l'homosexuel qui assume, voire qui accentue son efféminement à travers la voix, la gestuelle, les vêtements, le maquillage et l'humour. Longtemps, cette figure a été stigmatisée, non seulement par la société hétérosexuelle, je vous renvoie à la cage aux folles, mais aussi dans les communautés gays elles-mêmes, où elles apparaissent comme une caricature encombrante, trop voyante, risquant de discréditer l'ensemble du groupe. Mais cette hypervisibilité est aussi devenue une ressource politique. Dès lors qu'elle est revendiquée, la folle transforme en puissance ce qui était un stigmate. Elle rend impossible toute invisibilisation de l'homosexualité en exposant avec éclat ce que la norme voudrait cacher. C'est exactement ce qu'a revendiqué Kloos Vele, présidente d'ACT UP Paris dans les années 90, en faisant du rose et de l'esthétique folle des armes politiques. Dans les actions de rue, comme dans les soirées militantes, on voyait paillettes, tulles, boas à plumes, talons et maquillage utilisés de manière ostentatoire. Ce n'était pas décoratif, c'était un renversement symbolique, reprendre ce qui était perçu comme ridicule ou honteux et en faire un signe de puissance collective. Dans un contexte où le sida frappait de plein fouet la communauté gay, cette esthétique flamboyante devenait une manière de dire « nous ne serons pas invisibles ». Le rose que la société hétérosexuelle associe à l'efféminement, et donc à l'infériorité, était retourné en drapeau de fierté, criard, joyeux et impossible à ignorer. Ce que font les pink blocs aussi encore aujourd'hui. Je pense aux invertis notamment. Un autre exemple plus ambigu est celui de Scott Shiley, artiste américain qui, avec sa série Pink, représente des figures d'autorité virile, dictateurs, militaires, super-héros, chefs d'État. Il y a 2 exceptions, il y a 2 femmes, il y a Margaret Thatcher et une autre. Je me rappelle plus de l'autre. Honte à moi, mais Margaret Thatcher, sinon il y a. Dans des décors saturés de rose, maquillés, travestis, parés de dentelle. À première vue, c'est une critique mordante. Le rose, ici, sert à tourner en ridicule la puissance masculine en la féminisant. Mais le mécanisme est piégé, car en associant le rose à la déchéance, Shiley reconduit l'équation implicite. Féminiser, c'est amoindrir. L'ironie ne fait que renforcer le stéréotype. On se moque de ces figures, non pas seulement parce qu'elles sont autoritaires, mais parce qu'elles sont mises en rose. La féminité devient une punition visuelle, un instrument de dérision qui révèle à quel point les hiérarchies symboliques restent intactes. Le masculin est puissant, le féminin est inférieur, et le rose sert à marquer cette différence. Alors, pour l'anecdote, Scott Shiley dit ne absolument pas s'être inspiré de la culture drag ou gay pour réaliser ses œuvres.
Pascal Lièvre, qui est un artiste français, parisien, lui pousse plus loin le geste critique. Dans ses fake paintings, il recouvre de peinture rose et de paillettes roses des toiles qui citent de grands maîtres de l'expressionnisme abstrait, Pollock et de Kooning arrive. Ces artistes incarnaient, dans l'imaginaire moderniste, l'archétype de la virilité créatrice. Grand format, gestes violents, dripping et puissance du corps masculin projetés sur la toile. En y appliquant du rose et des paillettes, Lièvre ne se contente pas de parodier, il reprogramme la mythologie même de l'art moderne. Il introduit dans cet univers viril un signe associé à l'efféminement et à l'homosexualité, et il le fait de manière irréversible. Le rose ne détruit pas la puissance du geste moderniste, mais il le reconfigure en dévoilant son exclusion du féminin et de l'homosexuel. Ce travail rend manifeste la dissymétrie fondamentale. Le rose peut féminiser ou homosexualiser des figures masculines, comme on l'a vu avec Chadli et Lièvre, mais l'inverse n'existe pas. Le rose ne devient jamais masculin par contamination. Il faut toutefois ajouter une nuance importante. Tous les hommes qui portent du rose ne sont pas automatiquement perçus comme efféminés et ou associés à l'homosexualité. Dans certains cas, au contraire, la couleur vient renforcer leur prestige et ou leur virilité. Elvis Presley en est un bon exemple. Je cite tout le temps vu qu'on me le sort à chaque fois. Dans les années 1950, il posait en costume rose, roulait dans une Cadillac rose et incarnait pourtant une masculinité flamboyante qui séduisait les foules. Le rose ne l'affaiblissait pas, il devenait le signe d'un style, d'une distinction, d'une singularité. On retrouve la même logique dans Gatsby le Magnifique. Quand Fitzgerald décrit Gatsby en costume rose, l'effet est ambigu. Certains personnages s'en étonnent, y voient une faute de goût, mais la puissance sociale du héros lui permet de s'imposer malgré tout. Ici, porter du rose devient possible parce que le statut, la classe ou le capital de virilité préexiste. C'est ce qu'explique le sociologue Fabio Lorenzi-Cioldi. Les classes dominantes valorisent l'individualité, tandis que les dominés sont perçus comme homogènes. Autrement dit, un homme puissant, riche ou célèbre peut se permettre de porter du rose sans risquer de perdre son statut masculin parce que son prestige agit comme un bouclier symbolique. Dans ce cas, le rose ne démasculinise pas, au contraire, il devient l'accessoire d'une hypermasculinité ostentatoire, un signe de puissance et de distinction. Mais le même geste réalisé par un homme ordinaire peut susciter moquerie ou soupçon d'homosexualité, tant le rose reste marqué par sa connotation féminine. Quelques exemples plus récents. Cette asymétrie apparaît très clairement dans la culture populaire contemporaine. Des rappeurs comme Cameron, Kanye West, Lil Peep, paix à son âme, Booba ou Romeo Elvis ont abordé des vêtements, des bijoux ou même des cheveux roses sans que leur virilité soit véritablement remise en cause. Leur capital de puissance symbolique, leur domination dans le champ culturel et médiatique leur offre une marge de manœuvre qui leur permet non seulement d'absorber la couleur, mais aussi de la retourner à leur profit. Le rose devient alors un marqueur d'originalité, un signe d'audace visuelle et identitaire qui souligne davantage leur pouvoir de distinction que leur supposée féminisation. Dans le rugby, le Stade français a joué ce rôle. Habiller une équipe hyper virile en rose a créé un choc visuel, mais sans fragiliser leur masculinité. Antoine Griezmann, avec ses cheveux rose fluo en 2022, a déclenché débat et rire, mais sa place dans le football lui donnait la légitimité pour le faire. Le rose masculin devient alors un outil de communication, il attire l'attention, il singularise, il surprend. Tout cela confirme une chose, même lorsqu'il est porté par les hommes virils, dominants, célèbres, le rose ne devient jamais une couleur neutre. Il ne se masculinise pas en retour. Au contraire, c'est parce qu'il est codé comme féminin qu'il produit de l'effet. Provocation, distinction, ironie ou transgression. Les hommes virils, même en rose, valident malgré eux la règle qu'ils semblent défier. Le rose reste avant tout la couleur du féminin. Ainsi, le rose ne cesse de fonctionner comme un signe de féminin, même lorsqu'il est porté par les hommes puissants ou revendiqué dans des esthétiques queer.
Cette efficacité symbolique ne repose pourtant pas seulement sur son omniprésence contemporaine, elle s'appuie aussi sur une illusion d'évidence historique, car si le rose paraît aujourd'hui indissociable de la féminité, c'est en grande partie parce qu'on a construit l'idée qu'il en a toujours été ainsi. C'est ce glissement du présent vers le passé qu'il faut maintenant interroger. Donc, l'un des mécanismes les plus puissants de l'association du rose au féminin, c'est l'illusion de son atemporalité. Partout où il apparaît dans l'histoire visuelle, on croit retrouver la confirmation d'un lien ancien et immuable avec la féminité, comme si depuis toujours, le rose avait été la couleur des femmes. Au XVIIIe siècle, donc, le rose s'impose pleinement dans l'esthétique rococo. Donc François Boucher en fait une couleur de prédilection que Diderot détestait. Ses toiles regorgent de chair, de rubans et d'étoffes saturées de rose tendre qui enveloppent ces modèles d'une atmosphère voluptueuse et légère. Faut se replacer dans le contexte, hein. Ça, c'est l'équivalent du rose Barbie à l'époque, hein. Chez Jean-Honoré Fragonard, cette logique se prolonge, ces scènes galantes, baignées de nuances rosées et pastel, associent la couleur au plaisir, au jeu amoureux et à une sensualité insouciante. Dans les deux cas, le rose ne relève pas seulement d'un choix décoratif, il fonctionne comme signe d'une féminité hédoniste, associée à l'érotisme et à la frivolité, en phase avec l'esprit libertin de ce siècle. Le rococo contribue ainsi à fixer l'imaginaire du rose comme couleur du désir et du charme féminin, en l'érigeant en véritable langage pictural de séduction. Dans les intérieurs raffinés, les décors, les soieries et les porcelaines multiplient ces tonalités qui deviennent un signe de raffinement aristocratique. Le rose rococo est ainsi à la fois une couleur matérielle et une couleur affective. Il évoque la douceur, la délicatesse et l'intimité galante, tout en s'imposant comme un emblème d'art de vivre aristocratique. Et surtout, donc Madame de Pompadour, je l'ai déjà parlé tout à l'heure, favorite de Louis XV, est devenue une véritable icône chromatique. Ses nombreux portraits, peints par François Boucher ou Maurice Quentin de la Tour, diffusent l'image d'un rose aristocratique, délicat, sensuel et incontestablement associé au féminin. Ces images ont contribué à cristalliser une mémoire collective où le rose apparaît comme la couleur de l'élégance féminine et du raffinement galant. Mais ce souvenir est en réalité partiel. Il a figé l'idée d'une couleur féminine par excellence, alors même que les hommes de cour, marquis et gentilshommes, portaient eux aussi largement des habits roses, brodés ou satinés. Le succès de Pompadour a donc fonctionné comme un filtre mémoriel, en effaçant la pluralité des usages consacrés, pour consacrer le rose au féminin. L'impression que ce lien remonte directement au rococo n'est donc pas une vérité historique, mais une reconstruction a posteriori, une mémoire sélective. On retient volontiers l'image de Madame de Pompadour, voire de celle de Madame du Barry, parée de soie rose et incarnant une féminité raffinée, mais on oublie les marquis et les courtisans à l'habit rose, qui faisaient pourtant partie du paysage chromatique du XVIIIe siècle. Cette sélection du souvenir renforce artificiellement l'idée que le rose a toujours appartenu au féminin, alors que son usage était beaucoup plus partagé. Et en tout cas restreint à l'aristocratie. Dans les années 1950, le rose a ressurgi avec éclat dans la domesticité états-unienne. Les cuisines aux teintes pastel, les salles de bain ornées de carrelage pink and gold, les robes de cocktail et les intérieurs assortis ont imposé une véritable esthétique de douceur et de confort moderne. Cette vague n'était pas sans rappeler, par une sorte de continuité visuelle, l'élégance légère et hédoniste du rococo. Un rose à la fois raffiné et séduisant, adapté cette fois à l'univers domestique et consumériste de l'après-guerre. En se déployant dans les foyers états-uniens par l'électroménager, la décoration et la mode, le rose a incarné un idéal de féminité heureuse, ménagère et souriante, transformant la couleur en emblème d'un âge d'or domestique largement médiatisé. Cette ère rose doit beaucoup à Mamie Eisenhower. Lors du bal inaugural de 1953, elle portait une robe rose ornée de plus de 2000 strass qui fit sensation et lança une véritable mode nationale. Mais l'influence de la première dame ne s'est pas arrêtée là. Elle a ainsi décoré la Maison Blanche de nuances rosées et s'est fait aménager une salle de bain entièrement rose dont les magazines de décoration se sont emparés. Ce goût personnel, relayé par son statut public et médiatisé à grande échelle, a contribué à installer durablement le rose comme la couleur des États-Unis domestiques des années 50. De là, les cuisines, salons, salles de bain se sont couverts de carrelage, d'appareils électroménagers et de textiles roses, transformant la tendance en un véritable phénomène de société. On avait aussi les toilettes et les lavabos roses. Ce rose un peu rose vomi. C'était pas très beau, quoi.
Le cinéma en Technicolor accentue encore ce climat visuel. Donc la robe fuchsia de Marilyn Monroe dans Diamonds Are Girls' Best Friends est devenue une véritable icône. Elle condense à elle seule une certaine idée de la féminité glamour, éclatante, luxueuse, où la couleur fonctionne comme un amplificateur de désir et de visibilité. Ce n'est pas un hasard si cette image a été reproduite, citée et parodiée sans fin. Elle s'inscrit dans une chaîne d'associations qui relie le rose aux femmes célèbres, aux stars, à la séduction. De Madame de Pompadour à Marilyn, tout semble se rejoindre comme si un même fil rose traversait les époques pour confirmer l'évidence d'un féminin éternel. Mais c'est bien une illusion, une construction a posteriori qui sélectionne certains souvenirs visuels et en efface d'autres pour fabriquer l'impression d'une continuité naturelle entre rose et féminin. Cette impression d'atemporalité s'appuie aussi sur des rapprochements visuels construits a posteriori. Le cas le plus célèbre est celui de The Blue Boy de Thomas Gainsbourg et de Pinky de Thomas Lawrence. Bien qu'ils appartiennent à des contextes différents, ils ont été exposés côte à côte dès le XIXe siècle, notamment au Huntington Museum en Californie, où leur voisinage a connu un immense succès. C'était surnommé les Roméo et Juliette rococo. Le Blue Boy, avec son inspiration flamande et son costume d'époque déjà archaïque au XVIIIe siècle, n'était en rien contemporain du rose de Pinky, donc la fille. Pourtant, cette juxtaposition muséale a fini par imposer l'idée d'une répartition naturelle et immémoriale, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Ce montage rétrospectif illustre comment l'histoire de l'art peut être mobilisée pour fabriquer artificiellement une illusion de permanence symbolique. Un autre récit a circulé, cette fois relayé par la littérature scientifique et reprise par des journaux encore aujourd'hui, le fameux Pink Blue River Soul, donc surnommé par les scientifiques le PBR. Selon cette idée, jusque dans les années 20, le rose aurait été associé aux garçons et le bleu aux filles, avant qu'un basculement soudain, venu de nulle part, vers les années 50, n'inverse les codes. Ce récit est séduisant, il donne l'illusion d'une rupture nette, d'un retournement historique, mais il est faux. Le psychologue Marco Del Giudice a analysé près de 5 millions de livres publiés entre 1800 et 2000. Il n'a trouvé aucune trace d'un tel renversement. Les premières associations du bleu au masculin et du rose au féminin apparaissent dès les années 1890 et elles s'intensifient après la Seconde Guerre mondiale. Une seconde analyse menée en 2017 sur 8 millions de titres aboutit au même résultat. Le PBR est donc une légende scientifique, une sorte de mythe savant qui fabrique de toutes pièces une inversion historique, là où il n'y a eu qu'une lente stabilisation des codes. À l'illusion d'atemporalité s'ajoute aujourd'hui une illusion de transculturalité. Le rose semble signifier le féminin partout, comme si sa symbolique dépassait les frontières culturelles. Jusqu'ici, on a observé comment en Europe et en Amérique du Nord, le rose a été construit comme un signe du féminin à travers l'histoire, du rococo au milieu du XXe siècle, en passant par la stabilisation des codes infantins. Mais cette association ne se limite pas à ces aires culturelles. Aujourd'hui, le rose est perçu comme féminin dans la plupart des régions du monde. Le cas du Japon est révélateur et par ailleurs très intéressant donc dans l'esthétique kawaii, qui je rappelle veut dire mignon. Omniprésent dans la mode, l'animation et la consommation, le rose fonctionne comme un signe de douceur, d'innocence, de féminité. Et la mode Lolita, donc une des branches de la mode kawaii, avec ses rubans, ses dentelles pastel, rejoue un rococo à la japonaise, donc saturé de couleurs pastel. Dans ce contexte, la couleur ne dit pas seulement le féminin, elle le dit de manière hyperbolique, presque caricaturale, tout en abolissant les frontières de l'espace et du temps, vu qu'on passe du 18e français à un 21e siècle japonais. Une enquête menée en 2019 par Ivar Jung et Julia Grieber confirme cette impression. Dans la majorité des pays étudiés, de l'Allemagne à l'Ouganda et de la Russie au Népal, le rose est la couleur la plus associée au terme féminin. Seule la Turquie se distingue légèrement en plaçant le rouge devant. Et comme on l'a dit au tout début, si le rose est un rouge clair, le rouge est un rose foncé. Oui. Donc c'est un peu kiff-kiff.
Mais cette apparente universalité n'est pas une vérité anthropologique. Comme le rappelle Jacques Aumont, il n'existe pas de symbolique absolue des couleurs valables en tout temps et en tout lieu. Si le rose apparaît universellement féminin, c'est parce que la globalisation culturelle a diffusé les mêmes codes de la mode aux jouets, du cinéma aux cosmétiques. Donc, l'anthropologue Anna Lisson parle d'imaginaire global, un monde saturé de références homogènes dans lequel le rose circule comme un signe transnational du féminin. On peut même parler de glocalisation. Au Japon, le rose est kawaii. En Occident, il est glamour. Ailleurs, il peut renvoyer à la séduction ou à la domesticité. Mais dans tous les cas, ces variantes convergent vers la même idée, le féminin. Enfin, à l'illusion d'atemporalité et de transculturalité s'ajoute une troisième illusion, celle de la naturalité. Car le constat semble aller de soi. Les petites filles, partout dans le monde, manifestent une préférence massive pour le rose. La photographe Jong Mayun l'a montré dans ses séries The Pink and Blue Project, des chambres d'enfants saturées d'objets roses ou bleus, selon que ce soit des garçons ou des filles, au point que l'enfant lui-même s'y efface presque. Dans les enquêtes menées en Europe et en Amérique du Nord, on retrouve le même constat. Vers 3 ou 4 ans, aimer le rose devient presque une condition pour affirmer son identité de fille. Avec l'adolescence, ses préférences s'assouplissent, d'autres couleurs apparaissent, mais le rose reste durablement associé à la féminité. D'ailleurs, les adolescentes dès 10-11 ans s'éloignent du rose de peur d'être sexualisées par les garçons. Les recherches menées sur les enfants trans montrent de leur côté qu'ils et elles s'approprient très tôt les codes chromatiques genrés. Les petites filles trans réclament du rose avec autant d'insistance que les petites filles cis, et les petits garçons trans l'évitent ou le rejettent tout aussi clairement. Le rose devient alors un moyen d'affirmer et de rendre visible une identité de genre, ce qui confirme qu'il agit avant tout comme un code social partagé et reconnu, plutôt que comme une préférence biologique innée. Face à ce constat, certains scientifiques ont cherché à naturaliser le phénomène. La psychologie évolutionniste en particulier avance plusieurs hypothèses. Différences génétiques liées au chromosome X, tétrachromie supposée de certaines femmes, ou encore héritage préhistorique d'un cerveau féminin adapté à la cueillette. C'est l'étude la plus relayée sur le sujet. Sur les graphiques, donc on voit, il y a un côté, c'est pour des personnes de Grande-Bretagne, de l'autre des personnes de Chine. Et donc en violet, c'est la courbe des femmes et en vert, c'est la courbe des hommes. Donc on voit bien qu'il y a un décalage dans le spectre lumineux qui est en bas. Donc les femmes c'est même pas seraient, elles sont capables de mieux distinguer les teintes dans le spectre rouge-violacé et les hommes davantage dans le spectre qui va du vert jaune au bleu. Donc ça, c'est des mesures absolues. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Oh. Donc ça, c'est des valeurs absolues. C'est sur les interprétations qu'on n'est pas complètement d'accord avec ces chercheurs. Alors, c'est la plus connue, hein, c'est la recherche de Anya Hulbert et Yazoo Ling. Les femmes auraient développé une sensibilité particulière au rouge et au rose pour repérer les fruits mûrs, tandis que les hommes voués à la chasse auraient développé d'autres aptitudes visuelles. Hmm. Oui, déjà, qui ont été financés. Très peu, très peu. Et ciblé de façon de pays. Du coup, eux, ils ont pris Chine et Grande-Bretagne sur les études. Et c'est l'étude qui est la plus reprise, hein. Si vous cherchez sur Google Scholar, le taux de citation est assez élevé et c'est repris aussi dans les médias. Oui, on pourra en parler après, mais il y a plein de problèmes avec les études. On oublie toujours les aspects sociaux et psychologiques, y compris de la part de psychologues. Oui. Ouais, c'est des micro-échantillons. Mais c'est le problème avec dans les études rigolotes aussi, les femmes auraient une plus grande préférence pour le rose et le rouge parce que les hommes hétérosexuels sont plus attirés par des vulves de couleur rose vif. Alors que quand ils sont face
au constat chromatique, a priori, l'affaire est déjà réglée, mais bon. Donc, à l'évolution, Mm. il est dit, dans Cheminet, que les femmes, il fallait remettre les femmes dans le rôle de la cueillette et par opposition les hommes à la chasse. Et donc, les femmes, elles étaient à la cueillette parce qu'elles gagnaient mieux le rouge. Exactement, c'est une évolution naturelle. Il y a des c'est écrit dans le publication, dans les Il y a des conneries écrites dans des mais je ne te parle pas une petite revue scientifique. Hein. Science, nature, on peut trouver des trucs comme ça. Donc ces récits séduisent par leur simplicité, hein, mais ils reposent sur des stéréotypes grossiers. L'anthropologie a remis en cause donc la division stricte entre chasseurs et cueilleuses, et rien ne prouve l'existence d'une transmission génétique d'un goût pour une couleur précise. Plus encore, cette naturalisation est asymétrique. On cherche à expliquer pourquoi les femmes aimeraient le rose, mais on ne se demande jamais pourquoi les hommes aimeraient le bleu. Si on suivait la même logique, il faudrait imaginer que les chasseurs à l'âge de la pierre devaient repérer des mammouths bleus. Donc bien sûr que non. Hein. Donc ces provocations mettent en lumière l'absurdité du raisonnement. Il ne fait que reconduire l'idée que le féminin est particulier, singulier, anecdotique, tandis que le masculin reste universel et naturel. C'est une photo d'époque. Que les mammouths vivaient dans des fonds jeunes. Ouais, mais ChatGPT, il sait pas tout ça. ChatGPT, il sait pas tout ça. Oui, c'est ChatGPT qui a fait ça. Enfin, c'est moi qui ai demandé à ChatGPT de le faire. Donc ces théories constituent donc une idéologie naturalisante. Hein. Elles transforment en différence de nature ce qui relève d'un processus socio et culturel et participent à l'entretien du lien entre rose et féminin comme s'il allait de soi. Par ailleurs, l'adhésion des filles au rose n'a rien de naturel. Elle est socialement construite et historiquement située. Si les petites filles semblent massivement attirées par cette couleur, c'est parce que les jouets, vêtements, médias et marketing en font le code hégémonique du féminin enfantin. Or, ce goût n'est pas stable. Dès la préadolescence, les études en psychologie sociale montrent que les filles tendent à se détourner du rose, perçu alors comme trop infantilisant et stigmatisant. Porter du rose après un certain âge, c'est risquer d'être envoyé à un féminin jugé de bébé ou nunuche. Pour le schéma, ce que je voulais montrer, c'est que même une petite fille qui aimerait les poupées, mais indépendamment d'aimer le rose, comme on ne lui propose que du rose, elle est obligée donc du coup de développer ce goût pour le rose. Ce qui n'est pas un problème en soi d'aimer le rose, mais en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le choix, comme les garçons peuvent l'avoir. Enfin, sauf le choix du rose, bien sûr. Jung Mayun l'a magistralement montré lorsqu'elle est retournée voir ses modèles plusieurs années plus tard. Donc Jung Mayun, il y a un biais hein, dans sa série, c'est qu'elle a choisi bien sûr des filles et des garçons qui avaient une tendance au monochromatisme. Par contre, après, elle a fait le choix de venir les voir 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, et là pour le coup, elle peut pas gérer comment évoluer l'environnement direct de ces personnes. Donc là, on voit par exemple, on a en 2006 Tess avec son environnement rose et violet, et à droite, on l'a donc 3 ans plus tard, et on voit bien que sa préférence soi-disant naturelle a fait un virage. Donc au passage, hein, aimer du bleu, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est la couleur préférée de la plupart du monde, partout dans le monde. C'est la couleur des femmes. La Vierge Marie, c'était la couleur. Il n'y avait pas de Pink Blue Reversal. C'était la couleur des rois aussi, qui avait un zizi et des testicules. Donc c'était une couleur qui avait plusieurs significations, qu'elles étaient genrées ou non. C'était la couleur des Vierges Marie à partir du XIVe siècle, mais c'était aussi la couleur des rois. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une couleur féminine ou masculine du coup? Bah non. Voilà. Mais oui, je sais. Mais je suis là pour porter la débilité. Vous savez, j'ai passé 5 ans à dire que le rose c'était pour les filles. Hein. J'ai pas plus. Et là, c'est encore plus intéressant parce qu'on a 11 ans d'écart entre les deux. Donc on voit bien que le rose s'est imposé comme une norme de genre à l'enfance, rejeté à l'adolescence, puis réinvesti à l'âge adulte, selon certaines logiques, parfois.
Ce va-et-vient souligne qu'il n'existe aucune essence féminine du rose, mais seulement des usages sociaux, situés et évolutifs, qui est couleur, âge et genre. Et donc, et toute la série est comme ça, il n'y en a pas un seul qui est resté dans sa couleur. Ça va, figure-toi. Oui, je pense. Je pense. Et oui, pour un peu situer, l'échantillon était aussi particulier, c'était des Séoulites ou des New-Yorkais. Donc on était dans des capitales et a priori pas chez des pauvres. Euh, Puis les chambres sont très grandes aussi, j'ai l'impression. Donc voilà, donc on peut bien dire donc, que le rose est bien une technologie du genre, au sens que l'entend Teresa de Lauretis. Il ne se contente pas de représenter le genre, il le fabrique. Le rose est une esthétisation du genre, un opérateur visuel qui rend perceptible la distinction entre ce qui est féminin et ce qui ne l'est pas. Par sa présence, il dit ceci pour les filles. Par son absence, il trace en creux l'espace des garçons. Même lorsqu'il apparaît du côté des masculinités, il reste lesté de ses connotations féminines et féminement, homosexualité ou encore masculinité tapageuse. Son efficacité tient au fait qu'il est un signe plastique, il agit directement sur les perceptions et les affects sans nécessité d'explication. Cette immédiateté lui confère une plasticité historique et culturelle qui lui permet de traverser les siècles, les supports et les contextes. Du rose Pompadour au pastel des années 50, de Barbie et Hello Kitty au rose globalisé des réseaux sociaux, il s'adapte sans jamais perdre son socle d'association au féminin. Cette continuité donne l'illusion d'un symbole universel et intemporel, comment en réalité tout le travail social et culturel qu'il sous-tend. C'est là que réside la force et la dangerosité du rose. Il rend le genre visible en marquant la différence, mais il le rend simultanément invisible en faisant passer cette différence pour naturelle, universelle, ahistorique et secondaire. Souvent relégué au décoratif, puisqu'il s'agit que d'une couleur, il échappe à l'analyse critique et impose silencieusement son rôle de marqueur de genre. Donc, comme je l'ai montré dans ma thèse, le rose accomplit une véritable prouesse d'un/visibilisation. Omniprésent, il marque et distingue, mais en même temps, il dissimule les processus sociaux de construction du genre en les recouvrant d'un voile de banalité esthétique. Au final, le rose illustre de manière exemplaire comment une couleur peut devenir une machine à produire et à stabiliser le genre, précisément parce qu'elle paraît superficielle et anodine. Toute tentative de resignification ne fait que rappeler à quel point il est difficile de sortir de son association première au féminin, ce qui confirme sa puissance comme technologie de genre. Et ça sera tout. C'est la présentation. On va passer aux questions. Ça n'a plus d'électricité. Je sais pas si c'est enregistré, mais t'as reçu des messages. Ici, Ah, oui, oui, pardon. c'est les questions. Est-ce que vous avez, dans toutes vos études, déjà observé les cercles sociaux, les environnements dans lesquels une résistance, les familles arrivaient à résister à cette pression rose pour éliminer les filles Ouais, j'ai rencontré soit enfermées dans ce truc-là. J'ai rencontré plusieurs parents de petites filles qui les éduquent dans une éducation non genrée en essayant d'éviter. Le problème, c'est l'arrivée à l'école. justement, Mais quasiment. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible parce que sinon, c'est prendre le risque d'être exclu du groupe des filles et de pas pouvoir avoir les mêmes jouets. Donc, ça revient, ça revient. Mais c'est très court, hein, c'est de 5-6 ans jusqu'à 7-8 ans et après, ça repart pour certaines filles. Mais même avec des éducations complètement hors genre, et difficile d'après d'échapper par défaut, en fait, elles vont y aller
pour intégrer un groupe. Puis ça peut être un moyen de résistance aussi pour les filles, hein. Comme les garçons, ils occupent l'espace sonorement, enfin phoniquement. Ils font du bruit et ils prennent de la place. Se faire un petit groupuscule rose, ça peut être aussi une manière d'exister en tant que groupe. Donc faut pas. Ceux qui se souviennent qui atelier avec les posés dans un lycée, où j'ai quand même une amie, c'est une terminale, une première année de BTS, et je leur avais demandé d'apporter une photo, parce que c'est un atelier photo, et rien qui sort une photo de son petit frère, sa petite sœur, c'était une petite sœur qui était née la veille et qui était habillée en rose. J'ai fait une réflexion, et elle m'a dit, ah bah oui, je pensais qu'au contraire, c'était un garçon qui était en bleu. Et elle m'a dit qu'il fallait que c'était absolument indispensable parce que sinon, si on changeait de couleur, l'enfant allait trop. C'est une gamine qui avait 18 ans dans un lycée banlieue, quoi. Donc ça veut dire que ça reste enraciné, encrypté dans leur cerveau. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui s'est développé dans les années 80-90. Quand j'étais môme, on pouvait mettre les mêmes vêtements aux enfants, même des pubs pour les enfants des début des années 80, c'était unisexe avec des enfants qui étaient coiffés pareil, qui avaient même joué des pubs pour Lego, entre autres, parce que je fais partie de l'OLH aussi. Ils partagent les mêmes jeux, tout d'un coup. Évidemment, on segmente, on a deux catégories d'acheteurs, mais c'est presque les normes d'une question. J'ai une question sur les effets d'âge ou de génération. Est-ce qu'on sait si, par exemple, quelqu'un arrête, parce qu'à un moment, il arrête de devenir une autre, donc, je ne sais pas, il arrive au temps où. Est-ce qu'on sait à quel moment les envies pour conjoint et justement les différentes générations, parce que même celles qui sont nées dans le rose, donc, à partir des années 80, 90, elles vont arrêter donc, elles en mettent point. Je sais pas ce Les sosioticonages, c'est dans l'enfance. On sait qu'il y a une forme de cloche. Dès 4-5 ans, ça monte comme ça. Et à 7-8 ans, ça commence à redescendre. Il y a vraiment un pic dans cette zone-là. Et oui, pour pas faire nunuche. Et la peur de la sexualisation aussi. Ils sont capables d'avoir. Mais il y en a qui vont le rejeter pas par goût. Parce que genre, j'ai rencontré aussi des femmes qui adorent le rose, mais qui n'osent pas en mettre. Parce qu'avec le rose, il y a deux types de roses. Il y a le rose pastel et les roses flashy. Il y en a un, on passe pour une nunuche, un peu fleur bleue, naïve, etc. Et l'autre, on est hyper sexualisé. Donc il y a toujours un peu ce truc. Mais il y en a plein qui ont des accessoires roses, mais qui vont pas s'habiller tout rose, ou en tout cas pas partout. Moi, je vous remercie parce que c'est vraiment très intéressant. Il y a quand même et d'autres recherches, enfin d'autres principes, on peut dire, que tu vas faire sur la descente du rose et l'importance du rose. Parce que bon, ce que vous avez dit, juste, moi je sais que personnellement, je vais faire une bourse à Paris qu'on achetait. J'ai des expériences quand j'ai toujours été qualifiée en bleu, etc. Et donc, effectivement, pour moi, le rose n'est pas familier socialement, mais déjà personnellement. Sauf que j'ai fait une expérience assez marrante. J'avais 13 ans, j'étais argumentée, et il m'est arrivé de porter un t-shirt rose. Ce n'était pas un t-shirt, c'était quelque chose dans les années 50, et ça devenait manifestement le modèle de Barbie, etc. Et que je portais, qui m'avait été offert par une ancienne qui portait une majorité. Donc, pour moi, vous êtes bien quand même, effectivement, c'est reste. Et là, je pose une question qui fait quand même l'ambiguïté, parce que de toutes les couleurs, comme nous allons en fait. Et l'ambiguïté du rose, qui explique aussi les partitions, vient aussi du fait que c'est la couleur de la chair. De quelle chair on parle? La chair rose, ben oui, la chair rose, c'est quelque chose qui est pareil rose. Personne n'a dit. C'est la couleur sur laquelle on va insister si vous regardez les tableaux, par exemple, les tableaux de etc. Oui. C'est aussi la couleur oui. du maquillage qui va faire
ressentir chez les Blancs. Il y a cette couleur. Donc, c'est associé quand même, ça fonctionne toujours de façon binaire, c'est-à-dire avec une autre couleur ou d'autres couleurs. Mais c'est jamais, c'est quand même de la symétrique, donc il faut l'associer avec cette couleur. Et notre observation qu'il est fait, il y a deux, on va dire, rapidement, c'est que le rose, quand c'est mangé, des fois, le fait de chasseurs en télé, ils sont en fait, c'est un rose en manger. C'est un rose qui vient sous le rouge. Quand vous regardez les choses. Pas tous. Oui. Et je pense que c'est important de donner la tonalité par rapport à la lumière. Et les couleurs en fait féminines, c'est le rose, bien sûr, je suis majoritairement, mais c'est aussi souvent du pastel. Et on va pouvoir pour le toucher, de faire de l'art, quand même dans les pastels. Et c'est cette invention du pastel, après, qui désigne plutôt une couleur féminin. Bon, après, les exemples de la publicité, souvent fait également, c'est quand même quelque chose qui est un peu différent de ce qui se passait avec Extrême. par exemple. Ouais. Je ne sais pas où on peut aller. Je voulais faire une autre remarque pour moi, je vais pas poser la question, il y avait une autre remarque de genre, qui est la fleur. Oui. On ne peut pas dissocier, à mon avis, le rose le vert, le rose le vert. J'ai fait aussi une enquête historique sur la rose. Et donc, les roses, comme le perçu, c'était justement le passage dont il m'avait appelé, c'était le passage de la femme fleur à l'homme fleur. Et donc, l'association avec rose, je ne sais pas que c'est la chastité, mais dans tous les cas, c'est le thème, c'est la fleur rose, c'est le tout. Et quand on voit la rose, on est mélangé, ce qu'on a des roses rouges, et qui peuvent prendre toutes les couleurs. Et puis, il y a également au XIXe siècle, quand même, très important dans l'imaginaire romantique, qui est la fleur bleue. Mais qui ne désigne pas du tout un garçon. Donc, je revois effectivement, je disais tout à l'heure, la polyvalence, en fait, le bleu, qui est aussi la couleur royale, etc. C'est la couleur de l'azur, c'est le ciel, etc. Qui explique également peut-être qu'il est plutôt naturellement, cette fois-ci, universel. Le jeu, c'est ce que vous dites. Oui, c'est les grands espaces. Social, ou autre. Enfin, sinon, merci. Et sur la chair, tout mon chapitre 2, je crois que c'est même le plus gros du livre, est dédié aux roses chères. Rose, c'est la vie. Oui, qu'on m'avait reproché de ne pas avoir mis dans ma thèse. Mais Rose, c'est la vie, connaît le marchand du sel. Ok, Rose, c'est la vie. C'est une couleur intéressante. Est-ce que vous avez étudié tous les cyclopes? Parce que j'ai l'impression, alors sur les cyclopes spécifiquement parisiennes, en fait, c'est un motif qui est très, enfin, qui est revenu à la mode, je sais pas, il y a 2 ou 3 ans, et qui est très présent et attaché à la grande féminine. Ça, c'est le revival des années 2000, ça. C'est Paris Hilton is back. Au début des années. Ouais, ça, c'est le Y2K qui revient. Ça, c'est un phénomène de mode. C'est les années 2000 qui reviennent à la mode en ce moment. Y2K. Y, c'est year, 2, 2, et K, kilo, donc 2000. Y, 2, K, K, K. Y, year, 2, K, c'est kilo, 1000 du coup. Ok? Donc il y a un revival des années 2000 en ce moment, avec la mode des années 2000. Les années 2000. Une chose qui est évidente. Yeah. Excuse-moi si tu en as parlé, je ne t'ai pas entendu. Parce que j'étais pas près du micro, c'est de ma faute. Tu as parlé Yes. pour les filles, et rose flashy pour les garçons et non suspects. Je suis pas d'accord sur le rose flashy et sur les questions de nuances entre masculin et féminin. Oui. Et comment tu fabriques du rose flashy? Est-ce que tu rajoutes du bleu? Comment on rajoute? J'aimerais te connaître, s'il te plaît. Qu'est-ce que je laisse dans ma palette? Je fais du rose pastel, je sais. Facile. Tu mets avec du blanc. Rose flashy, je veux savoir comment fabriquer. Tu rajoutes du bleu, tu rajoutes du rouge, tu rajoutes. Ça dépend la nuance que tu vas avoir. Généralement, on met du rouge et du bleu dans le. Juste, tu mets moins de blanc.
Oui, je l'ai. Non, tu as envie de dedans. Qu'est-ce que tu fais pour faire la couleur de tes cheveux, par exemple? J'achète le produit, je mets sur mes cheveux. Non, je voudrais ça. Oui, Rose base. oui, Chi, oui. plus le bleu, la chi. Dans les roses flashy, il y a plus de bleu, oui. Mais on peut en mettre aussi dans les roses pastels, ça dépend de la nuance qu'on veut avoir. Ça fait là, C'est un magenta au départ. Facile. Oui, oui. Magenta, bah, c'est la... Non, non, j'ai pas fait biologique. Je sais pas, tu vois, c'est la bleu, jaune et le bleu. Voilà, et après, on se fait un truc dans le cerveau. Donc, je peux faire ça pour moi. Je sais pas si ça. Est-ce que tu peux me répondre, Kevin, ou je sais pas? Ça dépend de la nuance qu'on veut avoir, mais oui, c'est un magenta de base. Côté du ton, Je l'achète tel quel. La page même dans la page. J'ai un matin un de clinique. Parce que moi, ce que j'ai vu, parce que le bleu, c'est évidemment beaucoup plus reposant à regarder que le rose. Il n'y a aucune étude qui le prouve, ça, mais Oui, parce que mes yeux, moi, je peux regarder la photo bleue pendant les heures, la rose, au bout de 30 secondes et demie, je suis stérile. Et, non, parce que et le rouge, ça rend les gens, ça excite. Le rouge, c'est pourquoi McDo a pris le rouge? Parce que ça excite et que les gens ne restent pas trop longtemps dans un resto. Ils mangent, ils bouffent, ils s'entendent. Donc, il y a des résidences, c'est le bleu pour autres hommes. Et le bas, c'est une chose. Bon, donc, est-ce que ce bleu flashy, c'est bleu? Le rouge passe si loin dans la tête. Je dirais à la limite, si tu fais dépiler les cheveux, ils vont devenir bleus. Bah, Et ça, je le vois. Moi. non, ils vont devenir orange en vrai, mais C'est bon. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'arme politique, tout à l'heure, vous avez parlé du rose comme une arme politique, quand vous avez donné l'exemple, en fait, de rose de l'argent. Alors, moi, j'ai posé la question des personnes qui, du coup, porte du rose, peut-être en fait de défense et plutôt défense. Je ne sais pas si les autres qui pensent encore de ça de rose, par exemple. oui, Gula Bicam, oui. C'est aussi, moi je travaille sur la façon dont on délire en fait le féminin masculin et la binarité. Mais dans le cadre de boxe, notamment, et dans les salles de boxe, il y a des femmes qui, du coup, portent du matériel rose. Alors, il y a un effet commercial, c'est sûr, mais dans le monde aussi un choix, un moment dans cette salle, en fait, de se visite. Et on peut utiliser, quand on dit des box roses, c'est aussi pour pousser des salles de langue. Oui, la féminité puissante, oui. Je suis intéressé de ce soit Paris Hilton avec le pouvoir financier, Alicia Almira qui est dans toute la vague bimbo, bon, le Gulabi Gang c'est encore particulier parce que c'est un contexte indien, donc le rose est avant tout associé à Ganesh qu'autre chose, enfin, et ils ont choisi le rose parce que c'était pas associé à aucun parti politique. Puis je pense qu'ils avaient aussi vocation à se faire connaître médiatiquement à travers le monde. Et que du coup, un mouvement féminin en rose, ça parle bien. Il y en avait d'autres avant. Il y avait la Choupiren au Japon en 1970 avec leur casque rose. Donc on a eu d'autres. Il y a eu la grève des femmes dans les années 90 en Suisse où c'était rose et lilas. Donc ça, on les a. Sur l'hyperféminité en rose, bah, pour moi, c'est une aporie parce que quoi qu'on fasse, c'est pas un truc symétrique. On peut pas, même si on augmente la féminité, on essaye d'amplifier la féminité. Il y a toujours ce plafond qui est qu'elle sera toujours, elle monte, ok, mais toujours en dessous de la masculinité. Donc, si ça a des effets à titre individuel, très bien. Je sais pas, il y a pas d'avis d'être pour ou contre, etc. Par contre, ça ne change rien à la symbolique du rose. Ça renvoie toujours au féminin. Et quoi qu'il arrive, le féminin, par définition, c'est inférieur au masculin. Donc, ça change rien à la matrice. Mais on en trouve. Mais Paris Hilton, c'est ça aussi. En plus, Paris Hilton, c'est encore mieux parce que dans les années 2000, Y2K, elle était en rose fuchsia et léopard. Donc le rose un peu
vulgaires. Enfin, c'était plutôt des couleurs vulgaires. Quand elle est devenue femme d'affaires et quand elle a arrêté de dire that's hot, elle a choisi des couleurs plutôt pastel ensuite, quelque chose de plus corporate. Mais à la fin, elle fait que avancer son statut de féminin. Mais est-ce qu'on a besoin de... Enfin, ça change rien. Pour la couleur, elle renvoie toujours au féminin. Donc, il y en a d'autres. Il y a Julia Serrano aussi, qui est une transactiviste aussi, qui revendique le rose. Il y avait les Pussycats en 2017. Le truc de Washington, la marche des femmes de Washington. Donc, on a plein de cas comme ça qui associent le rose à une féminité, mais une féminité vue comme puissante. Mais ok, mais à la fin, ça change rien. Ça change rien à la matrice. Une petite remarque, au mois d'octobre, ça annonce le mois d'octobre rose. Ah ouais, bah vive le capitalisme, hein. Vive le capitalisme rose. Encore une fois, on fait supporter aux femmes le fait d'acheter des produits estampillés Octobre Rose pour financer la recherche, là où ça devrait être les pouvoirs publics de mettre de l'argent là-dedans. Et puis, j'ai publié aussi sur Octobre Rose et je vais publier aussi en novembre sur Movember. Et pareil, il y a une totale dissymétrie. Octobre Rose, on fait acheter des petites peluches, des produits de beauté, des yaourts diète aux femmes. Pour Movember, c'est que c'est soit de l'humour sur les réseaux sociaux, donc du capitalisme numérique, de l'humour, parce que pour faire de l'humour, il faut être intelligent, ce dont apparemment sont incapables les femmes. Et tout est sur base de challenge. Et à la fin, on se rend compte qu'ils rapportent, eux, ils participent pas financièrement. Donc, on est en train de faire aussi, là, encore une fois, de balancer les femmes dans une espèce de consumérisme passif et les hommes de la performance numérique. Donc, il y a aussi un truc comme ça en symétrie entre la lutte contre le cancer du sein et la lutte contre le cancer de la prostate, des testicules, le suicide et une bonne hygiène de vie. Chaque année, il y en a un peu plus. Mais c'est des hommes, ils peuvent. Thibaut Inchep représente. Question prête en lien avec le marketing. Est-ce que tu observes dans les années récentes un mouvement de recul des marques, justement, face aux nouvelles générations de parents? On va voir le rose et le bleu disparaître des boutiques pour enfants. Oui, dans les boutiques bobos avec des jouets en bois, mais moi, dans le Auchan Bagnolet, je suis désolé, chaque année à Noël, je regarde, hein, et il y a encore, c'est encore la même chose. Une assez grande variété de produits quand même pour les garçons en termes de couleurs. Pour les filles, ça tourne quand même autour du rose, rouge, blanc, violet. Et moi, en tout cas, Auchan Bagnolet, ça apparemment, c'est pas des experts en prix, mais je vois des différences de prix qui peuvent aller jusqu'à plusieurs euros entre deux produits différents. Donc, D'ailleurs, c'est fait un petit peu comme ça sur le magasin de jouets, c'est aussi la qualité. Je me souviens quelques années d'avoir été avec un vieil club, ou un peu comme ça, des nations. J'avais fait une interview avec les vendeurs. Mais c'est aussi, par exemple, il y avait une ferme, T-shirt Price, c'était pédagogique. Non, pas T-shirt Price, c'était des petits personnages, le Playmobil. oui. C'était très pédagogique. Il y avait la tonne-à-lait, il y avait les vaches, il y avait le papa, et tout. La ferme pour les filles, c'était 3 pauvres poneys et 3 pauvres barrières en plastique. C'est insupportable, ça donne tellement. Mais ça bouge pas. Chaque année, on me vend que maintenant c'est différent, mais chaque année, on retrouvera les mêmes marronniers à la télé. On les retrouve à chaque fois. Je suis contacté chaque année pour écrire dessus, donc c'est que ça bouge pas vraiment. Et je regarde, hein, mais puis là, même pour la rentrée, hein, regardez, les cartables, c'est assez. C'est ça. Ils peuvent pas récupérer les vêtements. Il n'y a rien du tout. Hein. Et en plus, je pense que ce qui m'a interpellé, c'est en fait, tu disais les filles, elles sont en rôle petit, etc. Mais quand elles ont des enfants, elles reproduisent cette histoire en tout cas, elles redonnent du. Oui, et c'est. Parce que ça touche pas qu'à la raison, ça touche aussi à l'affect. Ça va rappeler un cadeau que tu as fait ta maman dans l'enfance, et donc tu aimerais bien que ta fille elle ait le même. Il y a aussi ce truc-là qui joue sur le cerveau d'une manière inconsciente, je pense.
C'est que quand tu vas dans le magasin, effectivement, Oui, c'est très proche. Oui, mais tu peux aller acheter des. Bien sûr, on a pris, moi, je passe en trajet, c'est par alors, puis, dans les années 70, ça fait des. Moi, j'avais un frère qui était né en 72, je me souviens qu'il avait un petit body qui était blanc avec justement des rayures de pastel, rouge, jaune et bleu. Il avait un truc à pois orange. Il n'a jamais été habillé à l'époque. Et moi, je l'ai fait. Enfin, c'était la pleine époque de l'unisexe. Et ah, si on a appris à se tricoter. Ça fait des pédés après. ah bah moi, c'est quoi qu'il laisse passer un truc pareil, parce qu'il reste là. Oui, Oui, mais ça. on sait que ça va changer. Voilà. Oui, oh, d'ici un siècle ou deux. Oui. Question de face, franchement, sachant que bon, il n'y a pas d'expression naturellement, ils sont très clairs, ils sont très clairs, mais je veux dire, on veut absolument qu'ils soient pour moi, dans mes souvenirs d'enfant, une fois qu'ils me chauffent, ils sont Oui. comme si on parlait, c'est qu'ils sont dans la blessure. Alors justement, pourquoi, la raison pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais c'est que beaucoup, maintenant, on revient un peu sur cette coloration. C'est le jambon, c'est un jambon. Il n'a pas dit oui, Sinon, c'est un c'est quand même un peu proche. Je pourrais écrire un peu en gris, il n'a pas dit le sculpteur de jambon changé dans les années 50. Avant, on donne du jambon. On prend les années 50, il est rose gris, et donc, suivant, je lui dis la culture Au vegan. on a changé il y avait dit qu'il a fait un truc pour les douze qui a un truc de jambon, je n'aurais pas dit. Bien sûr, les regards là-dessus, parce qu'on voit dans le métro pour des trucs véganes, c'est des cochons qui te vendent du vegan. Oui, la vie. La vie. Oui, mais ça, c'est. Vous aimez le cochon, vous n'allez pas manger. Mais c'est commercial, ça. C'est pour faire une rupture avec l'imaginaire ascétique de la cuisine végane. Enfin. Capitaliste. Ah oui. il y a une question. Nous, on a une question concernant le pinkwashing. Pourquoi on a choisi la couleur rose? Voilà. C'est une couleur gay. Vous expliquer plus tout le monde. Alors, c'est quoi le pinkwashing? C'est, si je dis pas de bêtises, c'est quand souvent pendant le mois des fiertés. Non, ça, c'est rainbow washing. Ah, donc on a différence là. Pinkwashing, c'est associé principalement à l'État d'Israël, l'État génocidaire d'Israël. C'est d'avoir des politiques pro-homosexuelles pour cacher d'autres disparités. Ça va aller de lien avec l'homonationalisme. Et ça s'est appelé Pink parce que le rose, comme j'ai dit, c'est aussi associé au PD. Hein. Et il y avait une chaîne de télé qui s'appelait Pink TV qui diffusait du porno homosexuel, par exemple. Il y a la revue But en Hollande qui est aussi imprimée sur papier rose. Donc il y a une vraie association entre le rose et l'homosexualité, qui passe par la féminité. Hein. Et le rainbow washing, c'est le capitalisme arc-en-ciel, donc ça, c'est très lié à ce que tu dis, le mois des fiertés. Oui. Ah, c'est ça. Mais c'est une couleur qui est indissociable des logiques capitalistes, hein, de toute façon. Hein. Il n'y a pas d'action politique contre ça. Contre qui? Mondial, parce que visiblement, c'est tellement puissant qu'on ne voit pas sûr comment ça peut. Ah, bah, il y a. Bah, les tentatives, c'est déjà d'exploser les stéréotypes associés au rose. Au début, on avait cette image de la Barbie, blonde, blanche, un peu nunuche, un peu passive. De plus en plus, que ce soit avec les mouvements militants où on va mettre des femmes bagarreuses dans le lot, les femmes noires vont s'en emparer, on va rajouter. Donc en fait, le stéréotype associé au rose commence petit à petit à englober déjà plus une féminité stéréotypée, mais plutôt des féminités. Ça, c'est déjà un premier moyen de faire ça, de multiplier les représentations qui sont incluses dans ce stéréotype. Après, il y a une autre solution, c'est de se dire le féminin, c'est mal vu, et puis what else? Ça peut être une force aussi comme une autre. Si jamais... Oui. Au niveau des institutions, je sais pas, des conseils à l'égalité, enfin oui, il y a des choses qui sont entreprises pour essayer de demander aux entreprises
de moins utiliser De renoncer à leur Ces actions sur la communication égalitaire, est-ce que même l'éducation nationale a fait une pub avec des filles en rose. vous l'avez juste c'était le sens de la question, est-ce que tu as été contacté par Non, qui écrivent ces guides non, de la communication égalitaire non, pour faire c'est ça, donc c'est non. Des voix pour comment on peut stopper. Mais en général, sur les graphiques, sur les trucs d'égalité, ils tombent pas dans la passe bleu et rose pour les graphiques. Ça, ils le font exprès. Mais en même temps, ils pensaient de se dire, je vais pas mettre du rose parce que, pour moi, ça renforce le truc. Mais ah, c'est une impasse. C'est de prendre des couleurs, c'est dire que la vie, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est des Oui. Il y a une question. Ensuite, dans le sens non. C'est bon. Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des références d'artistes ou autres qui essaient de réfléchir sur le fait de rendre neutre le rose, un peu à l'inverse de... C'était Scott Shelby qui avait dit, Ouais. qui à l'inverse de lui utilise le rose pour rendre ridicule et infantiliser des figures d'autorité masculine. Est-ce qu'à l'inverse, il y en a qui essaient de réfléchir sur comment neutraliser, rendre juridique avec le rose? Ils réfléchissent, ils font l'effet inverse de ce qu'ils voulaient faire, donc on tombe. Non, pas à ma connaissance. Si, Klein, il faisait des monochromes roses sans forcément de référence au féminin. Il y a. Non. Si, il y a des travaux sur la couleur de la chair, mais pas vraiment. Si, il y en a qui ont voulu, pas de neutraliser, mais de sortir des stéréotypes féminins. Ça, il y en a plein d'artistes féministes. Mais ils partent de la base que rose égale féminin. Donc, si, tu peux peindre des fleurs. Ou des cochons. Même si Pastoureau, il a fait le lien entre les cochons et les cochonnes. Alors faites attention. Ah bah ça m'avait pas paru évident tout de suite, mais bon. Si. Ouais. Non, pas spécialement. Il y a plein d'artistes qui essayent de travailler le rose différemment, mais soit ça va être juste de la représentation. Si tu vas peindre des fleurs, un cochon. Ou, soit c'est que déjà tu as réfléchi à quelque chose. Quelle serait la solution de la meilleure manière d'aborder le rose, que ce soit en même temps des choses qui peuvent être utilisées pour des homosexuels qui aiment ça et puis ça leur fait une identité, et en même temps pour qu'il y ait un des deux qui, justement, pour que ce soit neutralisé dans le sens où ça correspond à tout le monde. La vraie question, c'est pourquoi tu veux neutraliser? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être perçu comme féminin ou homosexuel? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas une question de neutraliser la symbolique ou pas. Les symboliques, ça va, ça vient. Et puis, comme j'ai dit, ça commence quand même à grossir les stéréotypes associés au féminin. C'est à un moment, il faut se dire qu'une couleur, c'est une couleur. C'est plus au comportement de chacun à agir et puis de taper sur les doigts de tous ceux qui font des écarts pas dans le bon sens, que ce soit pour les causes de la couleur ou autre chose. Mais j'ai pas envie de neutraliser le rose. Si le rose c'était une couleur neutre, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas écrit ça. Et tous les artistes qui ont travaillé là-dessus, ce qu'on aime, c'est justement que ça induit comme violence. Finalement, c'est un peu galvanisant le truc. C'est ça qui est intéressant de voir, même si c'est associé au féminin et donc à la faiblesse dans ces couleurs les plus pastel, c'est une couleur qui est quand même assez forte vu qu'elle permet de changer l'identité d'une personne jusqu'à elle la porte. T'imagines le pouvoir quand tu le portes? Donc le pouvoir de la couleur est assez puissant. Et c'est là tout le paradoxe. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Εγώ δε κίνω το τι σέρατε, κίνω το